je suis jeune papa d'une petite fille, bientôt une deuxième petite fille dans les prochains mois qui arrivent. Je suis en 9e année de médecine aujourd'hui, en dernière année d'internat de médecine générale. J'ai commencé à investir dans l'immobilier dès ma 2e année de médecine grâce à une activité que j'avais à côté de mes études. Quand j'en avais ras-le-bol de faire la cellule, l'anatomie du corps humain et tout, je regardais des vidéos d'immobilier sur YouTube. Okay. Là, je viens d'avoir l'accord aujourd'hui pour un nouveau projet, donc on arrive à 122 lots en portefeuille pour un petit peu moins de 12 millions d'euros de valorisation brute et on encaisse 920 000 euros de loyer par an. Je réfléchis à quelle est la meilleure stratégie. Okay. Et aussi, quelle structure je dois désendetter. Parce que moi, j'investis avec plusieurs structures. Est-ce que tu imagines une banque parisienne financer un immeuble d'un petit toubib youtubeur à Chalon-sur-Saône ? Mais c'est impossible. Pour moi, ça a une vraie logique et une vraie inertie positive de rester sur un secteur et de travailler avec les banques du secteur. Ouais. Salut Timothée, ravi de te recevoir. Salut Thibaut, merci beaucoup pour l'invitation. Écoute, je suis content de t'avoir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je te suis un petit peu sur YouTube. Ça fait combien de temps que tu as lancé YouTube, toi ? Ça fait 2 ans et demi, un truc comme ça. 2 ans et demi, avec, je crois, tu me disais 8 vidéos par mois, un truc comme ça. Alors, au mieux, je suis monté à 8. Là, en ce moment, je suis plutôt à 4 parce que j'ai beaucoup d'autres sujets. On aura l'occasion d'en parler. Et en vitesse de croisière, j'aime bien être à 6. Ok. Une semaine, 2 vidéos longues. Une semaine, 1 vidéo longue. Et je publie à peu près 2 contenus courts par jour. 7 jours sur 7. Ouais, ça c'est donc 60 par mois, quoi, à peu près. Ouais, ça c'est les shorts que tu... Ouais, c'est ça, des formats courts. Exact. Ouais, à partir des podcasts et compagnie. Exact. Ok, cool. Bah écoute, bienvenue dans le podcast Les Leviers de la Liberté. Ici, le but, c'est qu'on explore les pistes pour faire le 0 à 1 million de patrimoine en partant de zéro. Okay. Et qu'on parle aussi de liberté financière, de pourquoi on investit dans l'immobilier, pourquoi on a souhaité développer un portefeuille de biens comme ça qui nous génère des rentes. Je sais que toi aussi, t'en as beaucoup. Yes. Donc, c'est parti. Yes, carrément. Écoute, avant de commencer, je vais te laisser un peu rapidement te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Yes. Je sais que tu fais pas que de l'immobilier. Tu as un parcours atypique parce que tu as plein de métiers, dont celui de créateur de contenu maintenant. Yes. Donc, écoute, c'est parti. Je te laisse. Alors moi, effectivement, j'ai une vie bien remplie autour de pas mal d'activités différentes. Je dirais qu'on peut les regrouper sous forme de 3 ou 4 principales activités si on compte la partie perso. La première, c'est que je suis jeune papa d'une petite fille, bientôt une deuxième petite fille dans les prochains mois qui arrivent. Donc c'est une activité qui est pour moi essentielle et qui a une vraie synergie avec le reste. Et je pense que je pourrais pas en faire autant si j'avais pas celle-ci aussi. Donc j'ai cette chance d'avoir une vie de famille très accomplie où on est très heureux, tout ça, et on est très soudés. C'est, on va dire, la première partie de ma vie. La deuxième partie de ma vie, c'est que je suis en 9e année de médecine aujourd'hui, en dernière année d'internat de médecine générale. Donc, je passe ma thèse, là, normalement, courant 2025. Et j'ai fini mon internat officiellement en octobre 2025. Donc, j'aurais fait mes 9 années d'études pour être médecin généraliste. Donc, c'est ce qui me prend quasiment le plus de temps aujourd'hui. Activité que j'ai développée en parallèle avec mon premier business, dont peut-être on aura l'occasion de reparler, c'est l'investissement immobilier, où j'ai commencé à investir dans l'immobilier dès ma 2e année de médecine, grâce à une activité que j'avais à côté de mes études, qui était plutôt très rémunératrice et qui est toujours une passion aujourd'hui, qui est les thérapies brèves, où j'avais un cabinet de thérapie. Tout simplement, je faisais notamment beaucoup d'hypnose pour l'arrêt du tabac, la perte de poids, de la programmation neurolinguistique. Après, je suis devenu prof dans cette discipline dans une école en France où je donnais des conférences un peu partout en France. C'est ce qui m'a permis de faire mes premiers revenus, d'acheter un premier petit immeuble que j'ai racheté à mes parents pour la petite histoire. Et puis ensuite, un deuxième, un troisième. Je me suis associé avec mon papa, mon oncle et ma tante. Enfin, j'ai fait plein de trucs, surtout en famille. Donc, c'est super cool. Et aujourd'hui, au sein du parc, au global, je viens d'avoir l'accord aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc, on arrive à 122 lots en portefeuille pour un petit peu moins de 12 millions d'euros de valorisation brute. Okay. Et on encaisse 920 000 euros de loyer par an. D'accord. À peu près. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce que je veux faire. J'ai une appétence pour la création de patrimoine, on va dire, au sens large, qui est importante. Et donc, dernière activité, créateur de contenu, effectivement, sur les réseaux sociaux et formateur, pour aider les gens à se former, à investir dans l'immobilier en évitant le maximum les erreurs, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Et je suis persuadé, souvent on me pose la question, mais pourquoi tu t'es mis à créer des vidéos sur YouTube ? Tout simplement parce que je suis un énorme consommateur de YouTube et que j'aurais jamais pu investir si j'étais pas tombé sur des mecs comme Olivier Seban, comme Hassan le pro de l'IMO, qui était un mec dont j'ai poncé les vidéos en long, en large et en travers quand j'étais encore à la fac, il y a de nombreuses années maintenant. Et à partir de quel âge tu as commencé à poncer ces vidéos-là ? En première année de médecine.
C'est pour la petite histoire, en première année de médecine, quand j'en avais ras-le-bol de faire la cellule, l'anatomie du corps humain et tout, je regardais des vidéos d'immobilier sur YouTube. Ok. Et Donc, pourquoi c'était un peu immobilier, mon, du coup? Alors déjà parce que moi je viens d'une famille de profession libérale, pas vieille France mais éducation traditionnelle, où on parle pas du tout de bourse, de crypto, tout ça, c'est pas du tout dans les repas de famille. Immobilier un petit peu plus, mes parents en ont fait un petit peu, ce sont deux professions libérales, donc qui ont été conseillés par leur banque, tu sais, de faire de la défisque, un peu de Pinel, un peu dont on n'évoquera pas la positivité ou pas. Mais c'est ce qui fait que ça a plus été dans les discussions de table, donc je pense plus de sensibilité pour ça, naturellement, quoi. Ok. Mais t'avais le fait que tu regardais ces vidéos, t'avais la volonté de construire un patrimoine, d'avoir de la sécurité. C'était quoi derrière la motivation au départ? Ben, je pense que quelque chose qui a vachement conditionné ça, c'est que moi, mes parents ont toujours beaucoup travaillé, comme nombreuses professions libérales. Mon papa est médecin généraliste de campagne. Et en première année de médecine, mes parents ont divorcé. Et ça a été un peu un déclic pour moi, je pense, et c'est ce qui m'a poussé encore plus à regarder ces vidéos-là, c'est que je me suis rendu compte qu'on peut bien gagner sa vie en travaillant. Alors, je sais pas ce que c'est pour toi, bien gagner sa vie, mais en tout cas, largement au-dessus de la moyenne nationale en faisant 70 heures par semaine. Mais dans le grand jeu du Monopoly dans lequel on joue tous, je suis pas sûr que ça amène vraiment au bonheur, tout ça. Alors maintenant, je le sais parce que l'avantage que j'ai eu dans mon parcours, c'est que très très tôt, avec mon cabinet de thérapie, j'ai vu beaucoup de gens malheureux et beaucoup de gens malheureux à la fin du jeu. Tu sais, quand tu vois toute la journée des gens de 60, 65 ans, 70 ans, certains chefs d'entreprise, certains salariés, certains indépendants, des artisans, des commerçants, tout ça. Moi, souvent, je pose la question aux gens quand ils viennent me voir pour des problèmes de morale, c'est si vous devez noter votre vie de 0 à 10. 0, c'est quasiment vous avez envie de mettre fin à vos jours. 10 sur 10, c'est le paradis, vous pouvez pas rêver mieux. Ben, en fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui travaillaient beaucoup et qui gagnaient beaucoup d'argent, ils avaient une note souvent inférieure à 5. Et petit à petit, ça a fait mûrir dans mon esprit le fait que la vraie solution pour être vraiment riche et libre, c'est le patrimoine. Il n'y a rien qui peut te permettre de te lever le matin et de vraiment avoir la possibilité de dire « Aujourd'hui, je n'irai pas travailler parce que je n'ai pas envie de travailler. » Ou « Aujourd'hui, j'irai travailler parce que j'ai envie de travailler. » En tout cas, d'avoir ce choix, c'est un luxe. C'est un luxe que ne peut pas offrir, je pense, un travail classique. Et il n'y a que le fait d'accumuler des actifs, la création de patrimoine, et notamment immobilier, tout simplement parce que c'est le plus rentable. On en parlera un peu plus tard. Je pense que c'est la clé. C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, depuis que je crée du contenu, ça fait à peu près 1 an et demi, je rencontre aussi des personnes plus avancées dans la vie qui font un peu un bilan. Qui regardent en arrière. Qui regardent en arrière. Et combien j'en ai qui se lancent dans l'IMO à 40 ans ou même à 50 ans souvent et qui me disent si j'avais su avant, j'aurais commencé plus tôt. J'aurais commencé plus tôt. Pourquoi j'ai travaillé comme ça, comme un dingue pendant 20 ans. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Et c'est perturbant d'avoir. Enfin, moi, des fois, j'évite non plus d'être trop exposé à ça. Ouais. Parce que avec les gens qui nous suivent, forcément, vu qu'on parle de liberté financière, on attire aussi on n'attire pas que les jeunes. Il y en a plein qui sont plus âgés qui viennent nous voir. Bien sûr. Et des fois, je me dis, c'est fou. Ouais. C'est dommage. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu accès à cette connaissance avant? Comment ça se fait que tu te réveilles si tard? Moi, je sais pas. Je suis un peu comme toi. J'ai découvert ça à 20 ans, je pense. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un manque de chance, il y a une question de milieu socio-professionnel, je pense, forcément de tes parents. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et puis les histoires de vie. Moi, je sais que le jour où mes parents sont séparés, où mon père s'est retrouvé tout seul dans une grande maison de 300 mètres carrés, je me suis dit, oh putain. En fait, il a toujours bossé toute sa vie, tout ça pour ça. Je me suis dit, non, mais il y a un truc qui va pas dans l'équation. Il y a forcément un truc, une case qu'il a loupée, il y a eu une erreur qui a été faite. Et je pense que c'est ça, au final. Je pense que l'erreur qui est faite par la plupart des gens, c'est de consommer, dépenser de l'argent, ne pas accumuler d'actifs, ne pas faire ce travail patrimonial qui... Voilà, la formule, tu la connais, le patrimoine, c'est égal à tes revenus épargnés, multiplié par le rendement auquel tu places ce revenu, multiplié par le temps pendant lequel tu peux maintenir ce rendement. Le rendement, ça s'apprend. Les revenus épargnés, gérer l'intelligence financière, ça s'apprend. Le temps,
Bah, ça s'apprend pas. C'est une question de qui va passer à l'action le plus vite possible. Et c'est là où ce genre de contenu, comme on est en train de faire, et le contenu que moi je fais sur ma chaîne YouTube, je veux cibler les jeunes. Alors souvent, on me dit, pourquoi tu veux pas cibler les gens qui ont 40-50 ans? C'est pas que je veux pas cibler les gens qui ont 40-50 ans, mais c'est que j'essaie de donner la chance de savoir que ça existe comme moi je l'ai reçu en regardant des mecs, comme on disait, comme Olivier Seban, Hassan Le Pro de Nimo, quand moi j'avais 18 ans. Donc c'est ça l'idée en tout cas. Et, donc toi, c'est plutôt les plus jeunes là qui vont t'écouter. Alors la moyenne d'âge quoi, sur ma chaîne YouTube, c'est 29 ans. Ok. Donc c'est pas si jeune que ça c'est pas pour si une jeune. chaîne YouTube. Hein. Ouais. C'est pas si jeune que ça. Donc il y a un mix de deux. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Hein. Le fait que je sois jeune papa, que voilà, j'ai une vie professionnelle. Moi, je suis pas. Moi, mon métier, c'est pas de vendre des formations immobilières, même si c'est une de mes activités. Moi, mon métier, c'est je suis médecin. Moi, je suis là pour soigner les gens. Et j'essaie de les aider sur le plan de la santé, parce que c'est mon métier principal, et aussi sur le plan de leurs finances, grâce à ma chaîne YouTube et aux différents produits que je vais commercialiser grâce à cette chaîne YouTube-là. Et je pense que la plupart des gens commencent à s'éveiller à partir de 25-30 ans. C'est l'âge, tu vois, où moi, la plupart de mes potes ont travaillé 1 an, 2 ans dans une boîte, et puis ils ont retravaillé à nouveau dans une autre boîte, ils ont fait un peu leurs armes, etc., etc. Et ils commencent à se rendre compte, en général, à cet âge-là, de se dire, putain, ça marche pas, en fait. Faut que je trouve une autre solution, parce que, au final, j'ai l'impression que je vois pas assez mes enfants. J'ai l'impression que ma nana, elle est plus si amoureuse comme elle l'était au début. Et pour le coup, moi, 80% des gens qui me suivent sur YouTube, ce sont des hommes. Okay. Donc c'est quand même en grande partie des mecs, mais c'est équivalent pour une femme, bien sûr. Et c'est là où il y a une prise de conscience de dire, putain, faut que je trouve un autre modèle, parce que travailler, alors je peux faire des heures sup, je peux cumuler 2 travails, je peux avoir mon travail plus une auto-entreprise à côté, et tout ça augmente mon confort de vie, mais à quel prix? C'est ça le vrai raisonnement, et c'est pour ça que je pense que la moyenne d'âge, c'est 29 ans, comme je le disais. Ouais, c'est un... Je pense qu'il y a un cheminement aussi, tu vois, qui se fait par la vie, en fait. Et j'ai eu, je pense, la chance, de par mon environnement, tout ça, de faire ce cheminement plus vite. Et j'essaie du coup d'aider les gens à faire le cheminement plus vite, parce qu'encore une fois, P égale revenu épargné multiplié par le rendement multiplié par T. Le T, bah, si tu commences à 20 ans... t'es plus rapidement libre que si tu commences à 40 ans. Les intérêts composés, hein, je pense que tu en as déjà parlé sur cette chaîne. Commencer le plus tôt possible. Là, exactement. Clair. Dès que c'est possible. Qui est intéressant. Et aujourd'hui, toi, comment tu conseillerais aux investisseurs immobiliers de faire le 0 à 1 million de patrimoine? Ce serait quoi, toi, ton framework? Alors, moi, je dirais qu'il faut toujours penser à cette fameuse formule. Le patrimoine est le revenu épargné multiplié par le rendement multiplié par le temps. Le rendement, on ne peut pas faire mieux en termes de rendement que l'immobilier locatif à effet de levier en France. Je parle pour ce que je connais. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tu peux faire quasiment 100% de retour sur investissement. On a eu l'occasion d'en parler au salon il n'y a pas très longtemps. Tu mets 10 000 sur la table, on te prête 100 000. Ces 100 000, tu les places à 10%, ça fait 10 000 par an. Alors certes, la tata Jacqueline va me dire oui, mais il y a la taxe foncière, oui, mais... Bref, Passons ce package, on est quand même largement supérieur pour le niveau de risque que tu prends, parce que tout est corrélé au niveau de risque, à quasi tous les actifs que tu peux trouver. Quasiment. Donc déjà, c'est la réponse à pourquoi l'immobilier. Maintenant, pour passer, je pense, de 0 à 1 million de patrimoine le plus rapidement possible, il faut avoir conscience de plusieurs choses. Premièrement, c'est que la valeur d'un bien immobilier, elle peut se modifier très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avec le temps. Souvent, la plupart des gens qui ont pas rien à l'immobilier disent oui, mais l'immobilier en France, ça fait 4% par an. Non, mais ça, c'est 4% par an d'augmentation de la valeur intrinsèque du parc immobilier global, sans parler de travaux, de division, de changement d'aménagement. Et là, tu peux largement augmenter la valeur de ton bien. Je te donne un exemple tout bête. Un de mes premiers investissements, immeuble de rapport, restaurant au rez-de-chaussée, T3 de 70 mètres carrés au premier étage, et je crée 2 T2 duplex dans les combles. Ok ? Le tout est loué, j'ai à peu près 1 200 € de cash flow par mois. C'est un prêt qui date de 2018, je crois. Cet immeuble, il m'a coûté grosso modo 204 000 €, je crois, pour être précis. Aujourd'hui, il en vaut 320. Parce qu'aujourd'hui, il se vend à 8% de renta à peu près. Alors les gens vont dire, mais il n'a pas pu augmenter de valeur de 204 à 320 comme ça en 5 ans.
Mais non, c'est pas comme ça qu'il a augmenté sa valeur. C'est parce que j'ai bonifié le bien grâce aux aménagements que j'ai effectués, à la gestion des travaux le plus à bas prix possible que j'ai effectué, en changeant de locataire et en mettant un bail ferme dans mon local commercial. Il y a tout un tas de variantes sur lesquelles on peut jouer, que tu feras pas avec une action en bourse, hein, évidemment, qui peuvent vraiment faire augmenter la valeur de ton parc et du coup assez vite, parce que des immeubles comme ça qui m'ont coûté 200 000 euros, bah du coup t'en fais 3, t'as 1 million. Il y en a beaucoup vers chez... Attends, toi, c'est où déjà que tu investis? Moi, j'investis dans le sud de la Bourgogne, de Dijon le plus au nord jusqu'à Mâcon le plus au sud. D'accord, ok. Si tu connais, le long de l'autoroute A6, le deuxième pôle industriel entre Paris et Lyon. Et le premier pôle industriel entre Paris et Lyon. Plutôt immeuble de rapport, du coup. Ouais, plutôt. Okay. Avec recomposition, création de surface. Ouais, comme c'est tu ça. disais, Alors, un peu tout. Nous, dans le parc, donc on a 122 lots. Sur les 122 lots, on a entre 70 et 75 habitations. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Et le reste, c'est du local pro, local professionnel. Ah oui, donc tu fais mais pas mal de... principalement sous forme d'immeubles. Ah oui, c'est ok. Parce que tes locaux pro, c'est les pieds des immeubles. Assez quoi. souvent, ouais. Assez souvent. Assez souvent. Ok. Du coup, j'essaie de toujours être en monopropriété. Je déteste les syndics de copropriété. Ah bon, pas que les syndics sont mauvais, hein, c'est pas... mais que par chez moi, déjà, quand t'achètes bien, t'achètes à 1 000 euros du mètre. Donc le prix d'immobilier est pas très cher. Par contre, le prix des loyers est intéressant, ce qui fait que tu as une renta moyenne de base qui va être aux alentours des 6-7%. Du coup, tu peux aller chercher du 10, tu peux même aller chercher du 12 avec des bonnes négos, avec des travaux, de la division, etc. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Donc, disons qu'à 200-250 000 euros, tu as un petit immeuble par chez moi. Et les travaux, c'est peut-être le prix d'un appart ici. Oui, facilement. Facile. Et les travaux, toi, tu les gères comment Alors, je gère tout en direct. Équipes, j'ai quasi toujours les mêmes artisans, surtout que maintenant, ça fait quand même un moment que j'en fais. Et il y a des artisans où certaines années, j'ai fait 70% de leur chiffre, quoi. Okay. Certaines années où j'ai fait même ce qu'on appelle des doublettes, c'est-à-dire de poser 2 dossiers pour 2 biens dans 2 banques différentes et de les financer 2 concerts. C'est des choses qui peuvent permettre d'aller de 0 à 1 million de patrimoine aussi rapidement. Du coup, en termes de volume de chantier derrière, quand tu as 50% de travaux, 50% d'acquisition, ça fait que tu as 3 mois de chantier pour un plaquiste, 4 mois de chantier, plus un autre 3 mois à la fin de l'année, et tu as fait 50% de son chiffre, quoi. Donc maintenant, tu as tes équipes... Ouais, quasi tout le temps avec les mêmes équipes d'artisans, voire même maintenant, je travaille avec un prestataire qui fait tout l'entretien des immeubles qu'on a dans la foncière. Donc, qui travaille pour différentes SCI au sein de notre foncière, où on a plusieurs associés, machin. Et on l'a quasi, en fait, à l'équivalent d'un temps plein, parce qu'en moyenne, il doit nous facturer 40 heures par semaine de boulot. Un monsieur qui est plombier de métier, mais qui sait un peu tout faire, un peu d'électricité, échanger une gâche. T'as toujours quelque chose à faire. T'as toujours quelque chose à faire, et nous, on essaie quand il y a quelque chose à faire, on le fait. Donc, on n'est pas vraiment très avare sur le cash flow, tout ça. Je pense qu'on pourrait mieux gagner notre vie en sélectionnant un peu plus les tâches sur lesquelles on va. Mais moi, je me sers pas de cet argent pour vivre. D'ailleurs, je me suis jamais versé un seul centime de tout mon immobilier. C'est aussi comment passer de 0 à 1 million d'euros de patrimoine. C'est ne pas se servir dans le butin, dans la caisse. Et réinvestir. Donc, mais comme c'est des SCI, parce que du coup, je vois pas mal les commentaires souvent sur Internet quand tu dis que tu as fait le 0 à 120 biens. Moi, je vois bien comment tu as fait, mais peut-être j'ai l'impression que c'est pas très clair. C'est que au final, tu le fais en association. Et donc, ce que je suppose parce que les gens se disent, ouais, c'est impossible, il est bloqué. Parce que moi, le gros point que j'ai, moi, dans les personnes qui me suivent, c'est le taux d'endettement, là, à 35%, où tout le monde dit, comment tu fais, on peut pas enchaîner. Et je vois beaucoup de gens qui sont bloqués par rapport à ça. Et c'est quoi, toi, ta solution? Je suppose que tu fais des associations avec des gens qui ont moins d'endettement. Ou alors, tu as commencé à une période aussi où... Alors, il y a ça déjà. C'était plus souple, exactement. Comme moi, je pense. Et puis, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Déjà, moi, j'ai quasi jamais investi en perso, sauf une fois. Donc, moi, c'est tout sous forme de société civile. La société civile, dans les recommandations HCSF, recommande aux banques de regarder le taux d'endettement des clients, mais n'impose pas aux banques de respecter un certain taux d'endettement de leurs clients. Ce qui fait que quand tu as un bon dossier, un bon rapport avec ton banquier et un scoring bancaire qui est bon, tu peux dépasser les 33% d'endettement. Moi, aujourd'hui, je suis à plus de 33% d'endettement et j'ai validé aujourd'hui un dossier à 1 million d'euros. Donc, Donc toi, c'est la SCI, toi. C'est un faux blocage.
En fait, c'est un faux blocage. C'est-à-dire que, certes, au bout d'un moment, tu vas être bloqué quand tu achètes en perso, mais quand tu achètes sous forme de société, que tu es multi-bancarisé, que tu travailles avec plusieurs banques différentes, pourquoi pas plusieurs associés, effectivement, ça aide, mais même sans ça, tu dépasses les 33% d'endettement. Et que tu as des biens rentables, hein, évidemment. Hein. Oui, parce qu'ils prennent en compte, je suppose... Une partie des revenus, ouais, avec toujours un abattement en termes de gestion de risque. Les banques, alors, les taux changent tout le temps, mais les meilleures banques propices à l'investissement enlèvent 30% de tes revenus locatifs et ils voient si ça tourne. Et si ça tourne pas, ils financent pas, hein, grosso modo. Et les moins bonnes prennent, je crois, elles enlèvent quasi 70%. Ça a été le cas. Alors moi, j'avais l'info à une époque, je sais pas si c'est toujours le cas, mais d'HSBC, où j'avais déposé un dossier une fois. Il m'a dit, mais vous savez, monsieur Moirou, si vous encaissez 1 000 euros de loyer, nous, on regarde votre endettement comme s'il y en avait que 300. Ah putain, les règles de jeu sont quand même pas Attends, très... tu fais du nu tu fais de la location nue? De tout, du lu, du meublé. Mais peu importe, hein, pour eux, ça change rien. Parce qu'en Airbnb, ils prennent... ils prennent pas en compte les Airbnb. Moi, je fais pas de Airbnb. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je fais que de la location en longue nu, durée. Normalement, c'est 70%. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Ouais, normalement, c'est le plutôt nu, ça. c'est plutôt donc, bien. Ce qui veut dire que... Parce que pour enchaîner aussi, il y en a beaucoup qui font des choses un peu exotiques. Et c'est beaucoup plus facile d'enchaîner avec du nu. Moi, je suis comme toi, je fais que du nu, je fais pas de copro. Moi, il y a 2 choses. Je pense qu'il y a 2 ou 3 choses qui font que j'ai réussi à aller aussi vite. La première, c'est que moi, j'ai quasi toujours acheté avec mon papa. C'est-à-dire que depuis le début, alors mon père est pas trop branché là-dedans, il aime pas s'en occuper ni quoi que ce soit. D'ailleurs, il sait même pas ce qu'on a. Pas plus tard que la semaine dernière, on se balade en ville et je dis tiens, je vais passer regarder un truc dans cet immeuble. Il me dit bon, mais on a cet immeuble. Je dis oui, on l'a acheté il y a 2 ans, mais effectivement, t'es jamais venu le visiter. Donc il s'en occupe pas du tout, mais le fait d'être 2 et d'être sur 2 profils qui sont assez complémentaires, avec l'un qui fait et l'autre derrière qui a une activité libérale, qui a aussi plutôt un bon scoring bancaire, forcément ça m'a permis d'en faire autant. C'est indéniable. Tu parles souvent de scoring. Moi, j'aime bien parce que je suis en train de réfléchir à pas mal d'outils autour de ça. Et je crois que d'ailleurs, j'avais téléchargé une fois un Excel sous une de tes vidéos de scoring. Exact. J'avais fait une vidéo sur le scoring à une époque. Qui était assez sympa. Qui a un bon résumé, grosso modo, de la vision que va avoir le banquier. Ouais. Donc, je pense qu'il y a ça. Évidemment, en association, ça divise le risque. Les banques aiment bien. La deuxième, c'est de réinvestir sa mise. Tu vois, moi aujourd'hui, je parle du banquier que j'ai eu au téléphone ce matin qui m'a validé qui a eu l'accord définitif pour le dossier par son comité des engagements, tout ça. Moi, je pose tout le temps la question au banquier, que ce soit négatif ou positif. Je leur dis qu'est-ce qui fait que ça a basculé en ma faveur ou que ça n'a pas basculé en ma faveur. Et il y a eu plein de fois où j'ai eu des refus. Ben, en général, ce qui bascule en ma faveur, c'est le fait de dire on a vu au bilan, on a vu que vous n'avez jamais versé de dividendes. Et ce qui fait que la trésor s'accumule et on voit qu'à chaque fois vous remettez et on voit qu'en fait, même si demain, votre immobilier, il s'autofinance, il rapporte 0, en fait, pour vous, ça change rien. Je dis, non, pour moi, ça change rien puisque je m'en verse pas. Donc, moi, je gagne pas ma vie avec ça. Je gagne pas ma vie avec ça. C'est pas le cash flow, si tu veux, que j'utilise pour vivre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un argument déterminant pour les banques parce que c'est preuve aussi de qualité et de sérieux par rapport à ce que tu fais. Après, pour remettre dans le contexte, moi, j'ai commencé à investir en 2018. J'étais en auto-entreprise à l'époque, mais une auto-entreprise qui faisait entre 5 et 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois, de manière régulière. En plus, j'étais étudiant en médecine, donc le banquier, il voit un étudiant en médecine qui, en plus, a une auto-entreprise qui génère plus qu'un médecin salarié de l'hôpital. Ils se disent, c'est plutôt un bon dossier, quoi, si tu veux. En plus, j'arrive avec des dossiers avec tout le temps du cash flow, etc. Donc, tout ça m'a aidé forcément à aller aussi vite. Je pense que la multibancarisation m'a bien aidé aussi. Et pourquoi parce que c'est pas forcément bien vu de la part des banques. Tu veux dire que t'as été chercher à chaque fois un plafond de 700 000 empruntés. C'est assez simple. Je crée une SCI. Tout seul ou avec un associé, peu importe. Dans une SCI, il faut toujours être 2. Mais 1% ma grand-mère, 99% moi, peu importe. Je vais dans une banque. Admettons, BNP Paribas. Je fais 1 prêt, 2 prêts, 3 prêts. Au 3e prêt, le banquier me dit attention, ce sera le dernier, monsieur Moirou. À ce moment-là, je sais que ça commence à faire beaucoup pour le comité des engagements de BNP Paribas. À ce moment-là, nouvelle SCI, nouvelle banque, dans une autre banque, 1 prêt, 2 prêts, 3 prêts, ça commence à faire beaucoup. Nouvelle SCI, dans une 3e banque, 1 prêt, 2 prêts, 3 prêts. Et au bout de celui-là, il y a peut-être 3-4 ans qui se sont écoulés. Tu peux revenir à la première, tu as déjà nettement baissé ton endettement. Et ce qui fait que tu peux jouer avec plusieurs financeurs. Et moi, ça m'arrive parfois, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, une banque avec laquelle j'ai l'habitude de bosser beaucoup,
qui, il y a 1 an, m'a financé un dossier en 2 minutes. C'est-à-dire, je suis rentré dans l'agence, je suis sorti de rendez-vous, le directeur de l'agence m'appelle, il me dit considérez que c'est bon. Ça, c'est cool. Ah bah, c'est... Et j'y croyais pas au début. Il me dit écoutez, je vous invite au match de basket vendredi. Considérez que c'est bon pour moi. C'est affaire conclue. On vous finance. Cette même banque, 1 an après, elle me dit non à 2 dossiers consécutifs. Mais quand elle me dit non, elle dit pas non, je n'aime pas Timothée Moirou. Elle dit non sur ce dossier pour de multiples raisons que le banquier va pas perdre à vous expliquer. Je ne peux pas y aller. Moi, je demande toujours, ok, qu'est-ce qui aurait pu faire basculer le dossier en ma faveur? Ils vont me dire, par exemple, vous manquez un peu de liquidité, ou il y a un peu trop de passifs, ou on a vu sur votre bilan que votre activité de formation, elle a baissé l'année dernière. Nous, voilà, on aimerait avoir un peu plus de chiffres, ou on aimerait des flux, ou on aimerait plus d'épargne, on aimerait plus de bourse. Et en fait, il y a toujours une piste d'amélioration possible. Le banquier, il dit rarement non, c'est non, et c'est non parce que j'aime pas ta tête. Ça n'existe pas. Le banquier, il gagne sa vie en faisant ça. Et il sait qu'en plus, le prêt immobilier, c'est un produit d'appel pour une banque. C'est pas un produit où va vraiment gagner beaucoup d'argent. Enfin, c'est ce que disent les banquiers. Moi, je trouve qu'ils en gagnent quand même beaucoup avec le prêt immobilier. Mais c'est un autre sujet. Si tu laisses l'assurance. Voilà, c'est ça. Tu les renégocies, ça d'ailleurs, ou Jamais. Tu le joues comment là-dessus, toi? Jamais. Moi, je joue 100% réglo avec mes banquiers. J'invite mes banquiers à manger chez moi. Alors, les gens, quand je dis moi, ça, souvent, j'ai eu du mal, moi. ils disent, mais pourquoi tu fais ça? J'arrive pas à le faire, ça. Moi, mon banquier, c'est mon premier investisseur. Alors, je dis mon banquier, c'est pas le mien, c'est le banquier de plein de gens. Mais en tout cas, les partenaires bancaires avec lesquels je travaille, je les invite à manger régulièrement. Je les appelle. La personne qui m'a validé un dossier, elle va recevoir une caisse de vin. C'est un truc tout con. Tu vois? Mais mine de rien, le banquier, et notamment pour les banques de réseau, avec un directeur d'agence qui a une délégation d'enveloppe, donc qui peut te dire oui jusqu'à un certain montant, mine de rien, et c'est pareil dans la vie, on préfère passer du temps avec des gens qui sont pas chiants. Voire même des gens qui sont sympas, voire même des gens qui sont intéressants, et encore mieux, des gens qui peuvent t'apporter du business. Donc moi, ça m'est arrivé, dans le cadre de certains dossiers, dont un dossier en l'occurrence, d'aller voir une banque, de dire écoutez, voilà, si vous me financez cette banque-là, moi, je peux organiser un repas avec 10 professions libérales. Et vous serez le seul banquier qui sera invité. Okay. Et je m'engage, je vous regarde dans les yeux, je m'engage à faire ce repas et à faire en sorte que tous ces individus sachent que vous êtes banquier. Et je m'engage à faire en sorte que vous puissiez avoir un rendez-vous avec chacun d'entre eux. Et là, le banquier, il se dit 10 professions libérales, ça fait potentiellement 10 PEA, 10 assurances, 10 TPE, 10 assurances voitures. Et tout ça, ça a un vrai intérêt pour lui. La banque, c'est du business, hein, je veux dire, c'est de l'apport d'affaires. C'est une petite PME, quoi. Mais bien sûr, c'est tout pareil. Donc moi, j'hésite pas à faire du donnant-donnant et à mettre en avant mes partenaires. Ça m'est arrivé de faire des inaugurations de biens qui accueillent du public. Je pensais à une maison de santé, par exemple. Le soir même, la première personne que j'ai remerciée, c'est le directeur d'agence de telle banque. Et le directeur d'agence, ce soir-là, d'ailleurs, je m'en rappelle très bien, il est venu me voir, il m'a dit, vous savez, monsieur Moirou, c'est la première fois qu'on nous remercie quand on finance un projet. Ouais, les gens, ils le font. Mais les gens, c'est la première fois qu'au ont une micro, vision bizarre des banques. Un porteur de projet dit avant de toute chose, avant de commencer, je voudrais remercier telle personne et lancer nanana qui nous a prêté de l'argent pour pouvoir faire ce beau projet sans lequel il n'y aurait rien. Donc j'aimerais qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements. Ça, devant les pouvoirs publics, les municipalités, les personnalités qui sont là, tout ça, ça a un impact énorme. Et en termes de gratitude, c'est énorme. Et c'est un truc tout bête, mais ça change vraiment le lien que tu vas avoir avec tes partenaires bancaires, qui sont des partenaires. Pas des banquiers, des partenaires bancaires. Et pourquoi on est si peu à voir les banques de cette façon et à faire ces efforts? Parce que moi, j'ai l'impression je pense qu'il y a un héritage des vilains banquiers, tu sais, qui volent de l'argent aux pauvres, etc., etc. Je pense que c'est hérité de ça, un peu une pensée judéo-chrétienne, je ne sais pas trop d'où ça vient. Mais en tout cas, je pense que pour scaler dans l'immobilier, et notamment passer de 0 à 1 million d'euros de patrimoine, et je connais des gens qui l'ont fait en 1 an, hein. Ça existe. Je pense que tu en connais aussi. C'est sûr, oui. Je pense que tu en connais aussi. La différence, c'est qu'effectivement, ils avaient des bons soutiens bancaires. Au-delà du fait, je veux dire, qu'ils gagnaient bien leur vie, qu'ils avaient un bouton d'épargne, qu'ils avaient des liquidités de côté, etc. Bien évidemment. Mais la relation avec tes partenaires bancaires qui sont des investisseurs dans ta propre boîte, et encore plus si tu investis en SCI, pour moi, elle est essentielle. Moi, j'ai fait exactement pareil lien avec responsable bancaire. En plus, à une époque, c'était plus fluide, mais c'est vrai que j'essaye d'axer beaucoup les conseils que je donne sur la relation avec la banque aussi. C'est pour ça que j'aime bien ton contenu quand tu parles de ça.
Parce que y en a plein qui cherchent des shortcuts, des miracles pour développer leur patrimoine. Et les gens oublient les basiques, quoi. Ouais. Entends-toi bien avec ton banquier, gère bien tes comptes, Mais fais bien gaffe à sûr. ton scoring. Mais bien sûr. Et sois sympa et honnête avec les gens. Je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, avec un membre de ma famille, je leur dis, bah, si ça vous dit, on fait un deal ensemble. En plus, en ce moment, moi, j'ai accès à du prêt à 110%. J'avais un immeuble en tête, 16 appartements, 4 garages, un peu moins de 500 000 euros. On était donc 3 sur l'opération. Et je leur dis, bah, vous inquiétez pas, je m'occupe du prêt. Des membres de ma famille qui n'avaient jamais fait d'immobilier de leur vie. Une banque, non. 2 banques, non. 3 banques, non. 4 banques, non. J'arrive à 7, 8 banques, notamment 4 où j'étais pas client. J'ai que des noms. À ce moment-là, je commençais à me dire, ah, putain, Timothée, tu vas passer pour un pignouf. T'as dit en plus à ces personnes-là qu'il n'y avait aucun problème sur le prêt, que t'allais gérer et tout. Et là, tu vas les appeler pour leur dire bah, que finalement, après 8 banques différentes, t'as pas le prêt. Et à ce moment-là, j'appelle l'agent immobilier qui commercialisait le bien. Je dis, écoutez, voilà, je vous casse sur table avec vous. J'ai 8 refus dans les mains. Je sais pas quoi faire pour bonifier mon dossier. Il me dit, bah, mettez un peu d'apport. Le problème, c'est que moi, je pouvais mettre de l'apport, mais ces personnes avec qui j'investissais, elles m'avaient donné une règle. Ils m'avaient dit, Tim, nous, on est partant, mais par contre, on veut pas dépenser un centime. Donc, c'était post-Covid. Okay. C'était post-Covid, pour te donner. À ce moment-là, l'agent immobilier me dit, bah, écoutez, l'autre jour, j'ai fait une soirée avec le directeur de telle banque, machin. Si ça vous dit, je peux essayer de vous organiser un rendez-vous avec lui, mais je sais qu'il est réputé pour être assez sévère, assez exigeant sur les dossiers. Je sais pas si ça le fera à 110%. Je fais le rendez-vous. Jamais une petite bouteille de vin pour remercier la personne de me recevoir. Je crois que le mec m'a écrit le dimanche, j'avais rendez-vous le mercredi. Donc, tu vois, super rapide. Le mec a vraiment fait le job. C'était un mec extraordinaire. J'arrive, on fait le rendez-vous, machin. Je fais mon speech. 30 minutes. Je finis avec, j'ai besoin d'un prêt à 110%. Ouais, c'est la conclusion du truc. Il me dit, écoutez, monsieur Moreau, je vous arrête tout de suite. 110%, c'est impossible. Je dis, ah bon mais pourtant, j'ai vu sur telle revue, machin, que le CIC, en l'occurrence, faisait du prêt à 110%. Non, écoutez, 110%, c'est impossible. Il nous faut au minimum 15% de capital sur le dossier. Donc, frais notaire compris. Donc, en gros, les frais de notaire, les frais d'hypothèque et un bout d'acquisition. Je dis, mais non, écoutez, voilà, je joue carte sur table avec vous. J'ai fait cette promesse à cette personne de ma famille qu'on n'allait pas mettre de capital. Je peux pas, quoi. C'est pas possible. Je suis désolé. J'aurais vraiment adoré qu'on bosse ensemble. Vous avez l'air d'être un mec génial, mais je peux pas faire autrement. Puis il me dit, bah, écoutez, moi, je vous dis aussi, je peux pas faire autrement. Ce soit vous faites un effort et j'en ferai peut-être un, soit on fait pas. Donc je dis, bah, ok, bah, écoutez, merci de m'avoir reçu. Et tu vois, je sors en me disant, bah, ça y est, c'est mort, quoi. Et le mec me renvoie un mail le soir, il me dit envoyez-moi vos pièces et voyez de votre côté si vous pouvez faire le 110%. Donc j'envoie mes pièces, c'est relevé de patrimoine, machin truc et tout. Le mec me renvoie un mail une semaine après. Il me dit écoutez, j'ai vu votre dossier, votre profil est très atypique, mais ça m'intéresse. Est-ce qu'on peut se revoir pour en discuter? On se revoit, le mec m'a financé à 110%. Il y a combien de temps là du coup? Parce que c'était 2020. Ah ok, t'étais à la limite encore. J'étais à la limite. Après c'était chaud. Et ce mec-là m'a financé 3 millions d'euros de levée bancaire. Donc le même mec qui me dit, écoutez monsieur, à la fin de l'entretien, il me dit, écoutez, grosso modo c'est mort, ne m'appelez pas, je vous financerai jamais, m'a financé 3 millions d'euros d'acquisition derrière, dont une à 1 460 000 euros pour 60 000 euros d'apport. 1 million, t'as dû acheter un gros truc dans ta région à Ouais, 1000 c'est une mètres maison à de ce santé. prix-là. C'est une maison Ah de oui, santé, d'accord. 1000 mètres carrés de bureau. Ah oui, ok. Et ouais, donc intéressant, on peut. Mais Bah, c'est là ça où... maintenant, c'est un peu plus. Le 110%, c'est un peu plus dur Ah bah, là. maintenant, c'est beaucoup plus dur, bien sûr. En 2020, c'était encore à la limite, Ouais. tu vois, c'était à la tangente. J'étais sur la fin des crédits à 110% facile. Aujourd'hui, bon, on voit tout sur Internet. Moi, à titre personnel, j'arrive plus à faire du 110%. Même déjà Non, ça existe. en mettant 10% d'apport sur le montant total, Ouais, ça grince et maintenant, c'est déjà pas 10%, facile. c'est déjà chaud, C'est ouais. déjà pas facile. Donc voilà, le jeu change un petit peu. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Il y a certains qui disent que c'est pas une si mauvaise chose de pousser les gens qui ont un peu plus de capital vers l'immobilier, parce que c'est vrai que le 110%, bon... Ça peut revenir. Hein. Moi, je pense mais que ça pourrait revenir. Hein. Ça peut revenir. Il y en a plein qui pensent que la fête est finie, ça reviendra Ouais. jamais, mais c'est pas évident que ça revienne pas. Le marché est un peu plus exigeant avec les gens, de manière générale, et les investisseurs. Il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs, je pense. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, j'arrive plus à faire du 110%.
Ouais, maintenant, c'est 10 à Un titre 20% perso. d'apport. Surtout qu'en plus, on peut croire, alors ça, c'est un truc qui est très bâtard, c'est que plus t'es riche, moins tu mets d'apport. Moi, de mon expérience, j'ai l'impression que plus on en a, plus on nous demande d'apport. Ouais, Parce qu'en fait, pour les gens, ils se disent, mais pour vous, c'est rien. Ouais. Là, par exemple, le dossier en question, je proposais 80 000 euros d'apport sur un dossier à 942 de levée bancaire, 952 ou 942, enfin peu importe. Et tu vois, la banquière m'a demandé de pousser à 100. Au début, elle me dit, est-ce que vous pouvez mettre 150 ? Je dis, ouais, je peux, mais ça fait chier, quoi. Vous savez, si je mets 150 là, c'est 150, c'est 70 de placement que je peux pas mettre, c'est 70 que je peux pas payer sur une autre OP. Donc, non, 150, je peux pas aller au-delà de 100. Elle le voit sur mes relevés de compte que j'ai la liquidité pour aller à 150. Et du coup, j'ai l'impression que parfois, on peut avoir tendance à penser que plus on en a, plus c'est facile. Pas toujours, je trouve. Ouais, quand ils voient qu'il y a de l'argent, ils veulent la prendre en apport. Hein. Exactement. Ouais. D'autant plus qu'il y a vraiment un switch qui se fait à partir d'un certain moment dans les banques où elles te considèrent comme un professionnel de l'immobilier. Alors, ça dépend des organismes, mais en général, c'est quand plus de 50% de tes revenus émanent de l'immobilier. À ce moment-là, tu passes sur des délégations en pôle profession immobilière. Donc, c'est des sous-catégories, on va dire, de la banque qui évoluent en général au niveau régional. Il y a le pôle professionnel de l'immobilier de la Caisse d'épargne, pôle professionnel de l'immobilier de la Banque Populaire, etc. Et où les conditions bancaires sont beaucoup plus sévères qu'avec les particuliers. Mais si tu ne verses pas de revenus, tu passes pas là-dedans, toi, a priori. Ouais, mais ils prennent le revenu global. Ah, ils prennent comme si tu te le versais. Exactement, quoi, le montant de loyer, en gros, si tu veux. Ah oui, ok. Ouais. Donc ça peut compliquer un peu les choses. C'est ça. Et grosso modo, ils se disent, si aujourd'hui vous aviez plus de prêts, vous gagnerez plus votre vie avec l'immobilier qu'avec vos formations, votre salaire de tout-bib, etc. quoi. Ouais, ok. Ah, intéressant. Et la question que je me pose, du coup, c'est, vu que tu as enchaîné vite, là, tu comptes garder ce rythme parce que ça fait un sacré Garder rythme. ce rythme, j'ai réussi à faire une très très grosse année l'année dernière, qui a été super chaud parce que j'ai acheté ma résidence principale, qui est un mix de projet locatif et de résidence principale, où j'ai acheté un château, tu as dû voir passer la vidéo. J'ai vu ça, ouais. Qui est un projet un peu mix sur lequel je suis en train de créer un éco-village. Enfin, il y a pas mal de trucs au sein du même prêt. Mais du coup, j'ai dû mettre beaucoup de fonds propres dessus. Donc du coup, ça m'a enlevé beaucoup de fonds propres qu'autre chose. Donc ça m'a quand même mis un gros coup de frein. Et j'ai compris pour la première fois, mais dans ma chair, pourquoi est-ce qu'on dit aux débutants n'achetez pas votre résidence principale quand vous voulez investir dans l'immobilier. Là, j'ai vraiment vu le frein. Et même au niveau des banques, il y en a plusieurs qui m'ont dit on a vu que là, vous avez fait un gros achat, tout ça. Alors certes, il y a du locatif, il y a des projets, il y a des choses qui vont permettre que ce soit pas vraiment un vrai passif. Mais bon, quand même, ça vous a mobilisé beaucoup de liquidités et puis de l'endettement pour derrière pas de cash flow, quoi, quasiment, en tout cas pour l'instant. Donc, j'ai vraiment senti que j'ai eu un coup de frein. Et là, dossier fruit du hasard que je valide aujourd'hui, ce sera mon seul dossier de l'année, je pense, tu vois. Ok. Donc cette année, j'aurais fait qu'un seul gros dossier locatif. Alors, j'ai fini un dossier de l'année dernière où j'ai fini les travaux au mois d'avril. Donc, j'ai eu la fin de ce dossier-là. Ensuite, j'ai eu du sourcing pour 2 autres dossiers. J'ai un projet d'achat-revente en cours où j'ai eu récemment la validation du permis, mais donc ça va repousser à 2025 pour les travaux et la revente derrière. Donc je pense que ce sera le seul acte authentique que je vais signer cette année. Ok. Ouais, donc moins l'attaque, on va dire, au bout d'un moment. Et puis parce que j'ai fait le choix de m'acheter une grosse baraque où il y a de la place avec beaucoup de terrain. J'ai réussi à me freiner là-dessus. Moi, pour le moment, j'ai un petit appart qui coûte pas trop cher. Moi, c'était le cumul de plusieurs choses. C'était dans mon village natal. Il y a 9 châteaux dans mon village natal. C'était un des 9. Okay. J'ai grandi ici. C'est à 5 minutes de mon travail. C'est à 5 minutes de la crèche de ma petite fille. Donc là, il y a 2 parties de maison. Il y a une partie où c'est mon papa et sa compagne qui habitent, une autre partie où c'est moi. C'était un vrai projet de famille d'habiter sur le même domaine, tout ça. Il y a un gîte en plus, il y a plein de terrain qui est constructif. Enfin, il y avait trop de qualités positives pour le laisser passer et potentiellement acheter par quelqu'un d'autre. Ok, donc là, j'ai fait ce choix-là. T'as cédé au coup de cœur. Mais qui a un beau projet aussi, avec plein de choses à faire. Ouais, c'est différent. C'est différent. Des fois, il faut savoir. C'est différent. Ouais, j'ai fait mes bureaux à l'intérieur. Enfin, il y a plein de trucs super intéressants, mais du coup, ça m'a freiné un peu et ça m'a mis des bâtons dans les roues pour mes acquisitions de 2024, du coup. Ok, ceux-là, ils t'ont dit, maintenant, t'as une grosse charge qui pèse. C'est ça, ça fait quand même une grosse charge en plus. Alors, en général, ils me disent pas non parce que les gens, ils voient que derrière, il y a une machine à capital qui est quand même costaud. Hein. Moi, je rembourse, je voudrais pas te dire de conneries, mais en remboursement du capital, ça doit quand même faire en 40-45 000 euros par mois, je pense.
Donc les gens, ils voient quand même que j'ai 45 000 euros de patrimoine qui se crée chaque mois, juste avec le remboursement des prêts. Donc bon, il n'y a pas beaucoup de banquiers qui veulent me froisser parce qu'ils se disent quand il va avoir un peu plus de liquidité, il va les placer chez nous, machin. Oui, après tu fais moins d'IMO. Voilà, c'est ça, exactement. Quand tu vieillis, quoi. Mais j'ai eu une opération que j'ai pas réussi à financer cette année, où pourtant j'ai fait 15 banques différentes et elles m'ont toutes dit on passe notre tour pour cette année. Tu fais en direct, toi, du coup, là, les banques, de ce que je comprends, tu prends pas de courtier, rien. Toi, tu tapes les banques. Je suis passé 2 fois dans ma vie dans un courtier, c'est 2 fois où j'ai pas trouvé de prêt. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis pas passé par les bons ou pas. Pourtant, ils étaient plutôt très bons, ceux par qui je suis passé. Alors, je suis passé aussi par des courtiers pour les dossiers les plus difficiles. Donc, c'est peut-être pas forcément reproductif. Mais sinon, j'essaie de toujours faire en direct, ouais. D'avoir un rapport humain direct avec la personne qui va me financer. Et là, tu as réussi à collectionner combien de banques, du coup, en termes de... On doit être à 7. T'en as 7 Ouais, 7 différentes, ouais. Et tu restes en banque tradi, du coup, pour le moment? Plutôt tradi, ouais. T'as pas eu nécessité d'aller en banque d'affaires ou... Bon, alors, après, t'as la section banque privée, je sais pas, la Société Générale, t'as la partie banque privée, ensuite banque patrimoniale, ensuite centre d'affaires pour les pros qui font plus de 5 millions de chiffre d'affaires. Enfin, t'en as plein, en fait, des banques privées. Mais les banques un peu plus premium, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je pense à la Rothschild, je pense à Lazare, je pense à Neuflize, voilà, des banques plus d'invest. En fait, c'est des banques qui financent pas d'immobilier. Enfin, c'est pas qu'elles financent pas d'immobilier, mais... Ou du marchand à 60 millions. Voilà, elles financent des gens qui sont beaucoup plus gros que moi et je pense que j'ai pas encore les épaules pour aller sereinement travailler avec ces partenaires-là. Parce que comme moi, je réinvestis tout le temps ma mise, en fait, j'ai un niveau de liquidité par rapport à mon patrimoine total qui est assez faible, à même pas 10%. Et je suis tout le temps en train de refaire des nouveaux projets, donc je suis tout le temps en train de les redépenser, ensuite d'en vendre à bout pour pouvoir les redépenser de l'autre côté. Tu vends de temps en temps, pour... Ouais, je vends chaque année. Chaque année, tu vends Ouais, je vends une partie de mon parc chaque année maintenant. Ok. Ouais. Parce que ça, souvent aussi, pour arbitrer, en fait, récupérer de la liquidité, passer au step d'après, récupérer de la liquidité. Et ça, souvent, j'ai souvent la discussion, parce que quand tu dois les avoir aussi quand des personnes t'appellent. Je sais que tu fais des calls aussi un peu le samedi, là, je vois ça. Ouais, ça fait longtemps que j'en fais plus maintenant. Mais j'en ai fait à une époque, c'était sympa d'ailleurs. Et souvent, moi, quand j'avais des personnes au téléphone, les gens se retrouvent vite bloqués parce qu'ils veulent pas vendre. Eh ouais, alors qu'il faut. Au bout d'un moment, t'as pas le choix. Vends des trucs parce que sinon, tu peux pas regaper, en fait. À un moment, faut que tu prennes ton cash. Exactement. Et c'est des marges d'escalier, en fait. C'est j'achète. Je suis bloqué, j'arbitre, je liquide une partie de mes positions, je baisse mon endettement, je récupère de la liquidité et c'est reparti pour une courbe d'enchaînement. Et les banques aiment bien, en plus. Les banques aiment ça. Moi, je l'ai pas fait assez, il faudrait que je liquide un peu plus. Alors, aussi, un truc qui est chouette à faire, moi, que j'ai fait plusieurs fois et qui m'a toujours bien servi, c'est de faire de l'achat-revente partiel. C'est-à-dire d'acheter un ensemble de lots et de revendre une partie de ces lots, mais pas la totalité. Ouais, comme ça, tu reprends le cash et exact, pas le prêt. Tu peux négocier avec ta banque une levée d'hypothèque partielle, on appelle ça, parce que si tu achètes un immeuble de 3 étages, la banque, elle a une hypothèque globale sur l'immeuble. Ce qui veut dire que normalement, si tu vends un étage, elle prend tout. Ouais. Ça, c'est la règle. Maintenant, tu peux négocier avec elle, avec des avis de valeur attestés par différents cabinets notariaux, avec des avis d'agents immobiliers, tout ça, pour lui faire comprendre qu'en fait, si tu vends un étage sur les 3, les 2 autres te payent le prêt. Et la valeur des 2 autres est supérieure à la valeur d'hypothèque. Ce que la banque va regarder. La banque, elle regarde toujours, si ça se passe mal, qui part à Dubaï, comment on fait pour récupérer notre mise? En gros, c'est ça que la banque, elle regarde. Et si tu arrives à lui prouver que même en vendant un étage, avec les 2 qui restent en dessous, elle récupère largement sa mise, tu peux négocier ce qu'on appelle une levée d'hypothèque partielle, c'est-à-dire que la banque, elle te dit, OK, vous vendez 100 000 cet étage, on vous demande 50 pour rembourser le prêt de manière anticipée, et on vous laisse 50. Ouais, comme ça, tu fais une petite OP de marchand en même temps. Voilà, alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça une OP de marchand, mais d'achat-revente en tout cas, voilà. Même si t'as pas forcément le statut de marchand pour faire ça, tu peux faire avec une SCI, ça pose pas de problème. Mais c'est surtout la levée partielle d'hypothèque qui permet qu'avec les 50 000, bah, tu fais le deal d'après. Puis si le deal d'après, tu refais une levée d'hypothèque partielle et que tu reprends 50 000, bah, ça te fait encore le coup d'après. Alors, du coup, normalement, en SCI, tu dois pas avoir vocation commerciale. Donc tu peux le faire sur un petit étage ou... Non, mais là, tu revends une partie de ton bien. Ouais, quand c'est une partie... Si tu revends moins de la moitié... Ouais, c'est ça. Le risque de requalification est quand même assez faible.
Ouais, faut pas. Non, pour ceux qui Mais nous effectivement, écoutent, faut pas abuser. faut pas Sinon, t'as abuser. toujours le risque de requalification en Ouais. marchand de biens. Qui peut, avec la TVA, faire mal. Mais alors, pour avoir déjà discuté du sujet avec un contrôleur des finances publiques, pour le coup, avec qui j'ai passé tout un repas, d'ailleurs, on apprend beaucoup de choses quand on mange avec un contrôleur des finances publiques, Bonne idée. c'est que la cible en général pour cette requalification, c'est plutôt la résidence principale, l'aller-retour en résidence principale exonéré d'impôt sur la plus-value. Et c'est là où il requalifie en marchand pas mal. Pour ce qui est des SCI, moi, à ma connaissance, j'ai jamais rencontré de mec qui s'est fait requalifier. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, en J'ai pas entendu SCI, en d'histoire. RP, oui, j'en ai déjà rencontré. Après, les mecs ont forcé, hein. Ils l'ont fait 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Au bout d'un Ouais, moment, forcément. forcément, ça se voit. Mais quand tu achètes un bien à 300 et que tu gardes la majeure partie des lots et que tu n'en revends qu'un petit bout, c'est une stratégie patrimoniale. Oui. Je suis pas sûr que l'administration fiscale qualifie ça d'action de marchand de biens, Ouais. nécessitant une structure de marchand de biens avec une responsabilité, une garantie, dommage d'ouvrage, etc., quoi. Oui, non, c'est vrai. C'est Pas pas. sûr. Mais effectivement, à prendre avec des pincettes. Non, intéressant. Ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à vendre. Ouais. Il faut liquider un peu. Il faut Et toujours maintenant, arbitrer. du coup, tu t'arbitres comment la vente? C'est que tu te dis, bah, quand je passe 100 000 à prendre ou 50, je vends. Est-ce que tu as des règles un peu comme Alors ça sur non, l'arbitrage? moi je fais pas comme ça. En général, déjà j'ai des tableaux de suivi où je sais exactement qu'est-ce qui me reste à déduire du chantier que j'ai fait. Tu sais, quand tu fais un Sur chantier. l'amortissement? Alors sur l'amortissement, tu amortis chaque année, puisque l'amortissement on le fait sur 30 ans en général sur le plan comptable, mais notamment sur les travaux qui viennent soit en amortissement, soit en déduction en fonction de la nature des travaux. Il y a un moment où le déficit foncier que tu as réussi à générer te permet plus de ne pas payer d'impôts. De l'IS pour la SCI ou de l'IR pour ceux qui sont au régime réel en direct. À ce moment-là, quand un bien te permet plus de défiscaliser, moi je me pose la question de est-ce que je le revends? Ok. Et je sais que j'ai des biens qui sont vraiment du fonds de portefeuille que je vais garder pendant longtemps. Et il y en a, je sais, je les ai achetés l'année dernière, mais dans les 3-4 ans, je vais les revendre. Ok. Tu vois, parce que je Dès sais que tu as que... amorti les travaux. Voilà, je sais qu'il y a une forte plus-value latente à l'intérieur de ce bien. Donc, il y a beaucoup de liquidités à prendre. Donc, c'est peut-être un arbitrage à faire de prime abord. Et curieusement, et ça peut étonner, je ne vends pas forcément cette année les premiers biens que j'ai achetés. D'ailleurs, le premier bien que j'ai acheté de ma vie, je ne l'ai jamais revendu pour l'instant. Ouais, Malgré que ce soit celui sur lequel j'ai remboursé le plus de capital. Ok, tu le fais plus par rapport au... Je réfléchis à quelle est la meilleure stratégie. Ok. Et aussi, quelle structure je dois désendetter. Parce que moi, j'ai investi avec plusieurs structures, notamment plusieurs SCI. Si tu tapes Timothée Moirou sur Papers, tu vas voir qu'il y en a quand même beaucoup. À chaque fois, ces structures-là, elles travaillent avec une banque de prédilection et elles ont un certain endettement en fonction des revenus des personnes qui sont à l'intérieur. La majeure partie, c'est moi et mon papa, comme tu l'as compris. Mais parfois, ça a un intérêt de baisser un endettement dans une banque pour pouvoir le réaugmenter derrière. Par exemple, je te donne un exemple. Je mange avec mon bocquier de la Banque Populaire. Tiens, un exemple au hasard, hein, c'est un exemple factif. Il me dit, écoutez, en ce moment, voilà, la BCE vient de baisser à nouveau ses taux directeurs. Nous, on a des voyants verts pour financer des projets pour les particuliers. Si vous avez un truc, n'hésitez pas à me le faire savoir. À ce moment-là, je vais lui dire, ok, si je vous apporte un dossier, tel volume, est-ce que ça passe? Ah, peut-être pas tel volume, ça passe pas. Mais si vous liquidez certains actifs, alors à ce moment-là, ça peut passer. À ce moment-là, je sais que dans cette banque-là, j'ai un ticket à prendre de X centaines de milliers d'euros. Donc, j'essaie de trouver le dossier par rapport aux banques. Et c'est là où il y a, je pense, un vrai switch à avoir quand on passe du statut particulier à professionnel, qui ont vraiment se professionnaliser dans l'immobilier. C'est qu'il faut arrêter de trouver les dossiers rentables et les banques pour les financer, mais plutôt trouver les banques qui financent et trouver les dossiers qu'elles veulent bien financer. Ok. En termes de raisonnement, c'est pas du tout la même chose. Mais par exemple, là, en ce moment, je sais que j'ai une banque. Moi, j'essaie de faire des projets médico-sociaux. J'ai fait une maison de santé, j'ai fait une résidence pour personnes souffrant de handicap. Là, je suis en train de travailler sur un foyer d'accueil pour femmes et enfants victimes de violences, de maltraitance. Je travaille avec plusieurs associations sur les sujets. Je sais que j'ai une banque. Si je lui apporte un dossier, je dis, voilà, là, il y a 20 appartements. Ces 20 appartements, ça va être une résidence pour femmes victimes de violences. Je dis n'importe quoi. Je sais qu'ils me financent. Parce qu'ils m'ont déjà dit, si vous nous apportez ça, on suit. Si vous n'apportez ça, donc on suit pas. Un peu, tu toujours. sondes un peu toujours. Je vois chacune de mes banques une fois par trimestre.
Ok. Soit au restaurant, soit on boit un café, juste on se croise, on discute. Moi, j'arrive pas dans les Yvelines. J'arrive pas à les sortir moi de la banque, hein, les banquiers. Ah ouais, moi j'ai jamais eu de difficulté. Moi, ils veulent pas. Alors des fois, il y en a qui sont mal à l'aise. Ils veulent pas sortir de la banque, aller voir le chantier qui se livre ou Ah ouais, moi je les invite. accepter Une inauguration, moi je sais que je les invite, moi, mais ils veulent pas venir voir. Des fois une petite carte pour les fêtes. Je les trouve pas open. Tu vois, comme moi, des à partenaires, Paris. parce qu'en fait Ok. c'est des partenaires. Ah, c'est marrant. Non, moi les Parce gens qu'à Paris, ils sont ça assez se fait pas open. du tout. Ils sortent Ah ouais, pas c'est les vrai. banquiers. Non, enfin, j'ai pas l'impression. Ok, bah Dans nous, leur- ouais, assez facilement. En Ile-de-France. J'en ai même qui sont déjà venus manger chez moi avec. Mais ça ma petite m'étonne, fille, ouais, tout parce ça, que moi, je. mais sans problème, j'arrive quoi. Pas du tout. Sans Ouais. problème. Peut-être que c'est des différences un peu régionales aussi. Ouais, peut-être. De mindset. C'est possible, ouais. Mais Ouais. moi, non, j'ai pas trop de difficultés. Est-ce que le fait que tu centralises dans la même région et que tu prennes des banques proches de là où tu investis, ça joue? Parce que Ah bah, moi, je bien vois sûr. beaucoup de gens aller investir loin de chez eux. Genre, mais il y a plein de gens pour qui moi, se c'est lancent un dans non-sens. l'IMO. Hein. Pour moi, Mais moi aussi. c'est vraiment se tirer une double balle dans le pied, dans les genoux, et se dire putain, il faut faire ça parce que moi, l'immobilier chez moi est pas bon, etc. Alors certes, il y a des zones qui sont moins propices que d'autres, mais je pense que, en tout cas, quand on débute, quand on passe de 0 à 1 million d'euros de patrimoine, aller investir à 4 heures de chez soi, c'est une erreur. Ouais, mais moi, je pense pense aussi. vraiment que Mais il y c'est en a- une erreur il y en a stratégique. plus de 70% qui font Mais ça. je sais pas pourquoi. Dans les investisseurs immobiliers. Je sais Et je leur pas dis à pourquoi. chaque fois, mais quand t'as un problème, tu vas y aller. Ah ouais, bah je prendrai le train et machin. Ah, mais c'est Mais le je dis, bordel, mais oh. attends. C'est le bordel. Moi, la plupart de mes biens, à 45 minutes de chez moi, j'y suis, quoi. Ouais. Max. Et la plupart, j'y suis en 20 minutes. Hein. Et puis c'est plus facile pour avoir ses équipes travaux. Ah bah ou, oui, pour tout, mais même pour les banques. Est-ce que tu imagines une banque parisienne financer un immeuble d'un petit toubib youtubeur à Chalon-sur-Saône? Mais c'est impossible. Ouais, non, ils connaissent pas le marché. Bah, ils bien savent sûr pas. que si, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette ville de Pecno Et moi, ça m'est arrivé de faire des réunions, tu sais, dans certaines banques. Alors, pour le coup, moi, j'ai vécu ça chez BNP Paribas, où il n'y a pas de délégation d'agence. Tout est voté en comité, soit régional, soit national, avec un comité des engagements, tout ça. Donc, ce qui fait que tu peux pitcher ton dossier à ton banquier, mais c'est jamais lui qui le valide. Il met juste une note de positivité en fonction de pourquoi il veut le faire, etc. Ça m'est arrivé de me retrouver avec des banquiers parisiens qui me disent déjà c'est où, Chalon-sur-Saône en l'occurrence, pour la ville où j'habite quand je fais des dossiers ici. Et quand ils me disent non, mais on peut pas financer de l'immobilier là-bas. Je dis, mais pourquoi on peut pas financer de l'immobilier là-bas? Ah, parce que c'est la campagne. Ah, c'est la campagne, c'est le premier pôle industriel entre Paris et Lyon, c'est quand même pas vraiment la campagne. Ah bah si, c'est la campagne, monsieur. Donc si tu veux, il y a une décorrélation complète entre la vision que moi je vais avoir de mon secteur et la vision qu'un Parisien va avoir de mon secteur. Donc, pour moi, ça a une vraie logique et une vraie inertie positive de rester sur un secteur et de travailler avec les banques du secteur. Ouais. Ouais, je Notamment suis quand on fait de l'apport d'affaires. Quand moi, je dis à une banque, bah écoutez, voilà, si vous me financez, moi, je suis prêt à gérer le jeu sur mon carnet d'adresses. J'ai plutôt un gros carnet d'adresses par chez moi. D'ailleurs, la semaine prochaine, j'organise une soirée avec X profession libérale chez moi ou avec tel chef d'entreprise que je connais bien. Si ça vous dit, je vous invite et puis ça nous permettra de faire plus ample connaissance. Si je fais ça avec un banquier parisien, mais il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a C'est aucune clair. valeur. J'ai aucun poids, moi, du coup, dans mon marché. Et puis surtout, moi, quand on m'appelle pour un bien à Marseille, on a appelé 10 pélos avant moi. Avant de m'appeler moi, Timothée Moirot, en Bourgogne-Franche-Comté. Donc tu sources beaucoup en off aussi. Bah, bien réseau sûr, j'ai local. jamais les biens avant tout le monde. Alors que par chez moi, j'ai les biens avant tout le monde. Et on m'appellera toujours moi avant d'appeler un Parisien. Ouais, Et forcément. c'est logique, l'humain est construit comme ça, si tu veux. Mais c'est pour ça que je pourrais jamais faire les performances que j'ai réussi à faire par chez moi si tu me demandais de le faire à Lille, à Bordeaux ou à Paris. C'est pas possible, quoi. Bah écoute, merci Timothée. Je pense que vous avez appris plein de choses là sur la gestion des j'espère. relations bancaires, comment répéter les opérations, comment financer, comment inviter son banquier à manger le week-end Ouais, chez soi. invitez-les. En plus, ils aiment ça. Enfin, je veux dire, c'est des gens normaux. Voyez-les comme des partenaires, encore une fois. C'est une bonne conclusion. Bah écoute, je te remercie Merci à toi pour l'invitation. d'être venu nous voir. Et puis, on va aller là au dîner à Paris. Yes. Où tu es notre invité d'honneur avec Yes. des investisseurs à plus d'1 million de patrimoine. Et donc, à la prochaine pour tous ceux qui nous suivent.